Bonjour, dans cette vidéo, on va faire un exercice de cinématique. Et la question qu'on se pose, c'est quelle route il faudrait construire pour qu'un véhicule avec des roues carrées puisse se déplacer horizontalement, hein. Donc, c'est-à-dire que le centre de la roue, il a une trajectoire bien horizontale. Voilà, donc évidemment l'exercice est un petit peu farfelu, hein, puisqu'il y a quand même des solutions qui sont un petit peu plus simples, hein. Vous prenez une roue circulaire, une roue plate, et ça va très bien. Donc évidemment c'est qu'un prétexte pour faire de la cinématique. Euh, pour traiter cet exercice, en fait, on va pas directement traiter la roue carrée. Je vais considérer uniquement un pan de la roue. Et pour simplifier, je vais le rendre infini, hein, c'est-à-dire que cette partie-là, en fait, je vais aller jusqu'à l'infini des deux côtés. Donc j'ai une roue finalement qui est encore plus bizarre, puisque c'est une roue qui a une dimension infinie et qui a qu'un seul pan. Voilà. Et la question c'est, quelle doit être la forme de la route pour que le point C, hein, ici c'est le point C, le centre de la roue, pour que le point C ait une trajectoire bien rectiligne horizontale. Et une fois que j'aurai répondu à cette question, en fait, on va voir que c'est assez facile de rajouter des pans rectilignes à ma roue. Il suffira simplement de prendre le motif et de le répéter, de translater en fait, pour obtenir le deuxième pan, puis le troisième, puis le quatrième, hein. Évidemment, la difficulté, ça va être de choisir de bons écartements entre les motifs pour que ça fasse bien un carré. Et on verra que en fait, on peut obtenir d'autres motifs, hein, notamment pentagone, hexagone, ou ce que vous voulez en fait, hein, du moment que c'est constitué de portions de droite. Voilà, donc je vais m'intéresser uniquement au cas où il n'y a qu'un seul pan à ma roue. Voilà, donc je vais me donner la trajectoire du point C, donc ça c'est facile. On attend une trajectoire qui est rectiligne horizontale, comme ceci. Donc le point C, on va le positionner quelque part, disons ici. Et je vais prendre ma roue un peu bizarre, hein, donc qui est constituée que d'un seul pan, donc on va dire comme ceci. Donc c'est censé être bien rectiligne. Voilà. Donc, oui, on arrive à voir. C'est bon. Un paramètre important de ma roue, c'est la distance qui est ici, hein. Ici, j'ai un angle droit. La plus petite distance entre le centre de la roue et ce point-là, je vais l'appeler petit a. J'ai également besoin d'un angle. Donc là, tout ce que je fais maintenant, c'est je définis mes notations. C'est-à-dire que si je veux faire des calculs, à un moment donné, il faut que je donne des noms aux différentes grandeurs. Donc voici mon segment qui doit rouler sans glisser sur la route. Et la condition de roulement sans glissement, c'est que le point de contact entre ce segment et la route, il a forcément une vitesse nulle. Hein, pensez lorsque vous faites du vélo, parce que là c'est assez facile, vous voyez la roue tourner, hein. Forcément, le point de contact de la roue avec la route, il a une vitesse nulle. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes en train de glisser. En général, c'est une situation qu'on évite pour des raisons de sécurité. Donc, pour utiliser cette information, j'ai besoin quand même d'avoir quelques notions en cinématique du solide. Donc, je vais faire juste un petit rappel pour rappeler tous les résultats dont je vais avoir besoin pour la résolution. Alors, ce que j'ai besoin de savoir, c'est la chose suivante. Donc je prends un solide, donc je lui donne une forme voilà, quelconque. Et ce solide, on va dire qu'il tourne autour de ce point-là. Enfin, ou plutôt autour d'un axe qui serait perpendiculaire au tableau. Hein, donc ça pourrait tourner comme ceci. Et ce qu'on sait, c'est que le champ des vitesses, il a cette allure-là. Voilà comment on peut le représenter facilement. Si je regarde ce point-là,
si la rotation se fait autour de C, la vitesse, on va dire que la rotation, elle se fait comme ça. La vitesse, elle est orthoradiale. Donc ici, un angle droit. Et si je prends le point voisin, ben la vitesse, elle est aussi orthoradiale. Et la norme de la vitesse, elle se déduit, elles doivent être l'une par rapport à l'autre comme ça. Hein, c'est pour ça que j'ai tracé les deux segments de droite. Et si je regarde le point qui est encore plus éloigné, la vitesse est encore plus grande, toujours perpendiculaire, et ainsi de suite. Voilà. Et donc ça, donc il y a deux choses qu'il faut voir dans cette cinématique, c'est que donc si je regarde ces points-là, hein, qui sont ici, la vitesse elle est orthoradiale, hein, donc elle est perpendiculaire au rayon. Et deuxième point important, c'est que la vitesse elle est proportionnelle à la distance entre l'axe de rotation et le point que je regarde. En effet, si je double la distance là entre ces deux points, les deux points que je montre, donc je me retrouve à peu près ici, et bien la vitesse elle est 2 fois plus grande, hein, elle est proportionnelle. Donc ça c'est les deux points, les deux résultats que je vais utiliser pour pouvoir mettre en équation mon problème. Voilà, donc la question c'est en quel point de ce segment j'ai contact avec la route. Eh bien, je vais utiliser le résultat suivant, le résultat que je vous ai présenté juste avant. Imaginons que ce soit un point qui se trouve ici. D'accord? Donc vous imaginez, alors je ne vais pas le tracer parce qu'en fait j'ai pris un point qui ne fait pas l'affaire. Donc si vous imaginez le segment qui relie le point C au point I. Donc il est un petit peu en biais, hein, il est à peu près comme ça. La roue, quand elle tourne, en fait elle tourne comme ça. Hein. Mon point C il se déplace à la vitesse V0 qui est comme ceci. Ah, ça fait partie, voilà, c'est encore des notations que je fixe. Hein. Eh bien, la vitesse, elle doit être perpendiculaire à ce segment. Et donc la vitesse du point qui est I par rapport au point C, elle doit être perpendiculaire à ce segment, donc elle est à peu près comme ça. Et la vitesse, alors là je suis en train de parler de la vitesse du point I par rapport au point C. Hein, comme si, donc c'est vous qui regardez, qui êtes dans le véhicule, et vous êtes en train de regarder la roue du véhicule qui avance. Hein, quand vous faites du vélo, ça c'est très facile, hein, il suffit de baisser un peu les yeux. Qu'est-ce que vous voyez? Ben, la roue, elle tourne, hein, évidemment, puisque vous êtes sur le vélo. Et quand vous regardez la vitesse d'un point de la roue, ben, il vérifie le résultat que je vous ai présenté à l'instant. Donc ça, c'est la vitesse du point I par rapport au point C. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vitesse du point I par rapport à un référentiel fixe. Donc il faut que je lui rajoute V0 pour avoir la vitesse que verrait un observateur fixe, donc qui serait cette fois-ci sur le bord de la route et qui vous verrait passer avec votre véhicule. Donc il faut que je rajoute à ce vecteur le vecteur V0. Et quand je fais ça, donc là j'ai fait la somme des deux vecteurs, je vois qu'il y a un petit problème. C'est quoi le problème? C'est que je ne pourrai jamais avoir une vitesse nulle. Hein. Je vous rappelle que c'est ce que je veux, hein, que le point de contact de la roue, qui est un peu bizarre, qui est rectiligne sur la route, soit nul. Hein. Donc la somme de ces deux vecteurs doit faire 0. Et là, j'ai aucune chance que ça fasse 0. Ben pourquoi? Parce que le vecteur I par rapport à C, ben, il n'est pas horizontal. Donc je peux lui rajouter n'importe quel vecteur horizontal, ça ne fera jamais 0. C'est impossible. Donc, quand vous avez ce résultat, vous vous dites, ben, il n'y a pas 36 solutions en fait. Je suis obligé de prendre I à la verticale de C. Je suis obligé de faire ça. Forcément, le point I, il doit être là. Forcément. Et la vitesse de I par rapport à C, elle doit être exactement opposée à V0. Ce qui fait que quand je somme les deux, on a bien un point I
qui bouge pas. Donc du coup, bah, cette partie-là, c'était pour, on va dire, c'était je suis en train de rechercher, en fait, je suis en train de chercher à résoudre ce problème. Et donc, je fais des essais, je cherche, en fait. Et puis, évidemment, en cherchant, je me suis rendu compte, ah bah non, en fait, c'est pas bon. Et le bon point I, il doit forcément être là. Voilà, donc on a ce résultat. Et là, on a bien avancé. Parce que je peux commencer à écrire des équations, les bonnes équations. Premièrement, donc si j'appelle petit d cette distance, je peux me convaincre assez rapidement que l'angle θ, en fait, je le retrouve ici. L'angle θ, je le retrouve exactement ici. Et donc, dans le triangle rectangle qui est là, on a cos θ qui vaut A sur D. Donc, on a une première relation. Et on a encore mieux que ça. Puisque la norme de V de I par rapport à C, c'est égal à V0, on a V0 qui vaut petit d fois θ point. Alors, elle vient d'où cette relation? Je vous rappelle, quand j'ai fait ma cinématique du solide, la vitesse, elle est orthoradiale, et elle est proportionnelle à la distance entre le point de rotation et le point que je regarde. Donc c'est exactement cette relation, comment on dit, l'écriture de cette sous forme d'équation de ce schéma-là. Donc on a deux résultats, et si je mélange les deux, hein, donc je prends le D qui est là et je le réinjecte là-dedans, on a une équation, en fait on a l'équation qu'il va falloir résoudre. Voilà, donc on a ce résultat-là. Je vais... Donc ce que je fais, c'est que je me débarrasse de D. Donc D, je le mets ici, ça vaut A sur cos θ, donc ça vaut A θ point sur cos θ. Bon, j'encadre donc c'est pas la réponse à la question, mais on va dire, c'est une étape importante dans la résolution. Et ce truc-là, il faut que je trouve la solution. Alors évidemment, on va dire que ça se présente quand même assez mal, parce que c'est pas une équation, on va dire, très simple. Pour la résoudre, je vais faire ce qu'on appelle une séparation de variables. Alors, quand vous la regardez bien, cette équation, quand on dit séparation de variables, ça veut dire qu'il y a au moins deux variables. En fait, il y en a exactement deux. Le problème, c'est que là, on ne voit qu'une seule variable, c'est θ, éventuellement sa dérivée. Donc, je vais faire une première réécriture où je vais effectivement faire apparaître deux variables. Je vais pouvoir faire ma séparation de variables et finalement résoudre cette équation. Je recopie l'équation et j'ai simplement remplacé θ point par d2θ sur d2t. Et du coup, on les voit apparaître, les deux variables, explicitement, c'est-à-dire θ et t. Et je vais séparer ces variables. Donc là, en le faisant, je ne vais pas être très rigoureux parce que je vais... l'écriture d2θ sur d2t, en fait, c'est une façon d'écrire la dérivée. Et normalement, je n'ai pas le droit de séparer les deux. Hein. Bon, je vais le faire quand même, je vais manipuler ça comme des réels. Donc le d2t, je vais le mettre ici. Le a, je vais aussi, on va dire que je vais le mettre là également. Et ça me donne ceci. Donc ça fait v0 sur a, d2t. Ça vaut d2θ sur cos θ. Voilà. Donc là, j'ai fait ce qu'on appelle une séparation de variables. Bon, c'est pas parfaitement rigoureux, mais on va voir que ça marche quand même très très bien. Et ce que je vais faire à droite et à gauche, c'est que je vais poser un signe intégral. Hein, comme c'est une égalité, ce que je fais à droite, je le fais à gauche. Et je vais fixer les bornes de l'intégrale. Alors, je choisis une origine des temps. Donc, ça, c'est pas très important, finalement, le choix de l'origine des temps. Hein. Et je vais jusqu'à l'instant t. Donc, au niveau de la rigueur, là aussi, c'est pas très bien parce que j'utilise le même nom de variable pour la borne de l'intégrale et l'intégrand. Donc, pour être un petit peu rigoureux, je rebaptise la variable à l'intérieur, dans l'intégrande, je l'appelle t'. Et pour θ, je fais la même chose. Je vais choisir, je choisis 0. Là aussi, on pourrait montrer que c'est pas
que c'est pas un choix très important, hein. Il faut bien choisir une valeur. Prenons, on va dire, la plus simple, 0. Et je vais jusqu'à θ. Pour la même raison, je rebaptise l'angle qui se trouve à l'intérieur de l'intégrale. Et cette intégrale, elle est très facile à calculer puisque c'est V0 t sur A. Et vous avez une intégrale, enfin, vous devez trouver une primitive de log de 1 sur cosinus θ. Alors là, je vous la donne. Là, il faut reconnaître que c'est quand même pas évident, hein, c'est pas une primitive, on va dire, usuelle. C'est tangente, logarithme de la valeur absolue de tangente de pi sur 4 plus θ' sur 2. Et là, ce que vous voyez, c'est l'opérateur crochet, hein. Donc, tout ce qu'il y a dans le crochet, je vais l'évaluer en θ, moins tout ce qu'il y a dans le crochet évalué en 0. Et quand on fait ça, donc V0 t sur petit a, ça fait le logarithme de tout ça. Donc, je le recopie. Donc cette fois-ci, je remplace θ' par θ. Moins la même chose, mais évalué en θ égale θ' qui vaut 0. Et quand je fais ça, en fait, ça s'arrange bien, hein, ça me fait un terme qui disparaît parce que lorsque je prends θ égale 0, en fait, j'ai tangente de pi sur 4. Et tangente de pi sur 4, c'est 1. Et logarithme de 1, c'est 0. Donc en fait, c'est bon, c'est moins 0. Donc je ne vais pas l'écrire. Vous avez donc ce résultat, ce deuxième résultat intermédiaire, je vais l'encadrer, mais ce n'est pas encore la réponse à mes questions, mais c'est un résultat important parce que j'y suis presque en fait. J'y suis presque. J'ai presque la forme de la route qui permet le roulement sans glissement. Pour fixer les idées, hein, je vais quand même la représenter, cette route. Elle va être à peu près comme ça, hein. Voilà. Donc maintenant, partant de ce résultat-là, ce que je vais pouvoir m'intéresser à la trajectoire de la route, à la forme exacte de la route. Donc je reprends le calcul. Donc j'ai rappelé le résultat précédent. Ce que je veux, c'est la trajectoire de la route. Donc en fait, je vais m'intéresser aux coordonnées du point I. Puisque le point I, en fait, lui, il va effectivement, comme il suit la route, hein, ça va me donner la trajectoire de la route. Si je regarde la coordonnée suivant X, alors X, on va dire que c'est évidemment, moi, je vais prendre l'axe horizontal, et Y, on va dire que c'est l'axe vertical. Et bien, Y de I, si je regarde, en fait, si je mets le 0 ici, ce qui est raisonnable, c'est moins D. Et D, je vous rappelle que c'est A sur cosinus de θ. Donc là, j'ai tous les ingrédients pour être capable d'avoir l'équation de la route. En effet, le θ qui est ici, je peux l'extraire en fait. Je peux isoler θ de cette équation et le réinjecter dans cette équation-là. Alors vous allez me dire, quand on voit cette équation-là, quand on voit où il faut le réinjecter, on se dit, mon Dieu, ça va être horrible. Et ben, en fait, ça s'arrange bien, hein. On arrive vraiment à mener les calculs et avoir un résultat qui est relativement simple. Donc l'idée, c'est, je prends le θ qui est là, et je le réinjecte là-dedans. Donc là, on arrive dans une phase qui est un petit peu calculatoire, donc mais il faut les faire, enfin, je veux dire, les calculs sont faisables, on peut arriver jusqu'au bout. Donc là, je vais commencer par isoler θ.
Donc, si je l'écris, ça donne ceci. Θ, ça vaut 2 choses importantes. Je le dis, je vais le faire tout de suite sans juste le dire à l'oral. La valeur absolue qui est là, je peux l'enlever. Pourquoi? Parce que quand je regarde θ, hein, ici, θ, il est positif, et sa valeur maximale, ça va être pi sur 2. Et vous imaginez que si je remonte le temps, donc si je reviens, le segment qui est ici, il va rouler, et la valeur de θ minimale, ça va être moins pi sur 2. Donc θ, il varie entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et si vous regardez ce truc-là, bah, finalement, ça varie entre 0 et pi sur 2. Donc le tangente, il est toujours positif, et du coup, la valeur absolue, je peux l'enlever. Donc du coup, voilà, c'est ce que je vais faire directement. Et on a l'équation suivante. C'est 2 fois arctangente d'exponentielle. Donc ça, je vous laisse vérifier que je ne fais pas d'erreur. Moins pi sur 2. On a ce résultat-là. Et donc je vérifie quand même que j'ai pas fait d'erreur. Donc quand je prends l'exponentielle, donc il apparaît. Ensuite, je prends arctangente. Je multiplie par 2. Ouais, c'est bon. Ça devrait donner ça. Et je vais réinjecter là-dedans. Donc on a y de i. Donc je m'intéresse évidemment uniquement à y de i, parce que x de i, en fait, j'ai déjà une expression qui est simple. Donc ça fait moins a sur cosinus de 2 arctangentes d'exponentielle moins pi sur 2. Et le cosinus de tout ça, en fait, c'est sinus de cette partie-là. J'utilise le résultat suivant, que je l'écris ici. C'est cosinus de pi sur 2 moins x. C'est égal à sinus x. Et ce résultat-là, ça marche aussi comme ça, parce que le cosinus est une fonction qui est paire. Donc ça marche aussi avec x moins pi sur 2. Donc le x, en fait, c'est ce terme-là. Donc c'est égal à moins a sur sinus de uniquement cette partie-là. On va écrire ça. Donc yi, ça vaut moins a sur sinus de 2 arctangentes d'exponentielle de V0t sur A. Et là, je vais utiliser une formule trigonométrique. Donc là, au niveau calcul, c'est quand même assez conséquent, parce que bon, déjà, il fallait connaître l'intégrale. Ensuite, il y a des calculs à faire qui sont pas extrêmement simples. Ensuite, là maintenant, je réutilise une formule trigonométrique. Donc il y a un petit peu de travail. Donc je continue ici. Donc yi, ça vaut moins a sur... Donc la formule trigonométrique que j'utilise, c'est... je me rends compte que je vais manquer un petit peu de place. Donc je vais recommencer mon calcul en haut. Voilà, donc là maintenant j'ai de la place. Alors y de i, ça vaut quoi? D'après la formule trigo. Donc la formule trigo, je vous la rappelle, c'est sinus de 2x, c'est 2 sinus x cosinus x. Donc ça va prendre un petit peu de place. Du coup, je vais manquer de place de nouveau. Avec ce stylo en plus, ça va aller mieux. Donc c'est y de i égale moins a au numérateur. Donc là, le dénominateur, il y aura 2 termes, donc c'est 2 sinus. Donc je rappelle que la formule trigo que j'utilise, c'est sinus de 2 fois quelque chose, c'est 2 fois sinus de cette chose, cosinus de cette chose. Donc ça fait ceci. Exponentielle de V0t
sur petit a, cosinus de arc tangente de exponentielle de V0t sur petit a. Voilà. Donc on a une expression, alors malheureusement quand on fait ça, on n'a vraiment pas l'impression que ça s'arrange. Mais quand vous avez un sinus de arc tangente, vous devez quand même vous dire là il y a quelque chose à faire. Hein, en général, là ça va bien s'arranger. En effet, si je fais un petit triangle rectangle, et que je dis que ce côté il vaut 1, et que je dis que ce côté il vaut exponentielle V0t sur petit a, eh bien, arc tangente, il se trouve ici. Donc si vous n'arrivez pas à lire, c'est pas très grave. Hein, c'est ce terme-là. Et du coup, le sinus, c'est quoi? Le sinus, c'est côté opposé sur hypoténuse. Et l'hypoténuse, je peux l'écrire, c'est racine de 1 au carré, donc c'est-à-dire 1, plus ça au carré, c'est-à-dire exponentielle de 2V0t sur petit a. Donc le sinus, je peux le calculer facilement. Et le cosinus, c'est pareil, hein, le cosinus, ça va être 1 sur la racine. Et donc finalement, ça s'arrange très bien. Y de i, ça vaut quoi? Ça vaut moins a sur 2 fois le sinus, on avait dit, c'était exponentielle de V0t sur petit a sur la racine qui est là. Voilà, donc ça, il y a un peu de temps d'écriture hein, quand même. Et le cosinus qui est là, de cosinus de l'arc tangente, c'est 1 sur la racine, donc je l'écris. Donc cette racine qui apparaît 2 fois, ça m'arrange parce que du coup la racine elle va disparaître. La racine va disparaître et va se retrouver au numérateur. Donc là quand je fais ça, je me dis c'est bon là, je vais plutôt avoir une simplification pour une fois, hein, parce que ça avait plutôt tendance à se complexifier au fur et à mesure des calculs. Donc là on sent que ça va bien s'arranger. Bon, je vais continuer le calcul en haut, mais là on y est quasiment. Voilà, je reprends et je finis le calcul. Donc xi, ça n'a pas changé. Je m'intéresse à yi. Donc les deux termes au dénominateur, lorsque je multiplie, la racine disparaît et se retrouve au numérateur. Donc ça fait moins a. Allez, je mets moins a sur 2. 1 plus exponentielle de 2v0t sur petit a sur exponentielle v0t sur petit a. Et là, quand vous continuez le calcul, en fait, ça s'arrange vraiment bien. Donc là, je le mets vraiment sous la bonne forme. Je sépare ça fait 1 sur ce terme-là, plus ce terme-là sur ce terme-là, et en fait, et le 1,5, je vais le mettre en dessous, et vous allez reconnaître un cosinus hyperbolique. Donc c'est assez heureux que le calcul, on arrive à le faire, que ça se finisse aussi bien finalement. Hein, donc on reconnaît un cosinus hyperbolique. yi, ça vaut moins a. Cosinus hyperbolique, donc je le note comme ça, de v0t sur petit a. Et v0t, c'est exactement x de i. Donc en fait, je l'ai ma trajectoire. Y de i, c'est moins a. Cosinus hyperbolique de xi sur petit a. Donc j'ai mon résultat. Et quand je vous remontre le cosinus hyperbolique, quand on le trace, hein, ça ressemble à ça. X, cosinus hyperbolique de x, ça ressemble à ça. Ouais, c'est très mal tracé là, je peut-être plus. Ouais, donc ça ressemble à ça. Et comme il y a un moins devant, en fait, ça se retrouve de l'autre côté. Je peux vous remontrer la petite animation. Hein.
Donc ce que vous voyez, c'est le sommet du cosinus hyperbolique, et bon, c'est le calcul qui nous dit que c'est la bonne solution. Donc maintenant qu'on a fait ça, eh ben, en fait l'idée c'est si je rajoute plusieurs fois ce motif à intervalles réguliers, ben, en fait ce que je vais faire c'est je vais passer d'une portion de droite à une portion de droite. Donc je vais commencer à construire une roue en fait avec des pans rectilignes. Et si vous choisissez correctement la distance entre les pans, bah ça peut donner un carré, ça peut donner un pentagone ou un hexagone ou des formes un petit peu plus compliquées. Donc je vais vous montrer tout ça les unes à la suite des autres pour vous convaincre que c'est assez facile. Après, je vous expliquerai quand même comment on trouve justement le pas entre chaque motif que je vais répéter pour obtenir telle ou telle figure. Moi, j'ai quand même fait un petit résumé. Donc le résultat qu'on a obtenu, il est là, et remarquez quand même qu'il est assez simple, au moins dans l'écriture, et ça fait une route qui a cette forme-là. Et donc maintenant, dans la suite, on va s'amuser à regarder ce qui se passe si je rajoute, donc ce motif-là, en fait, je le translate. Et donc ça va donner ce motif-là, et puis je continue la translation. Bon, évidemment, c'est pas très bien représenté. Et dans les animations, vous allez voir que voilà, c'est exactement ça que vous allez voir. Et ça va donner un profil de roue. On va même tester la roue triangulaire et vous verrez que ça marche. Vous pouvez voir que c'est un petit peu problématique comme roue parce qu'elle a tendance à rester coincée dans le creux. Hein, l'angle est trop petit en fait pour que ça puisse passer sans que ça frotte un peu. Voilà, donc je vous montre des unes à la suite des autres, les unes à la suite des autres, les différentes possibilités qu'on peut avoir. Puis après, je vous explique comment on calcule l'écartement. Alors, on va commencer par le triangle, et donc je vous mets au défi de voir ce qui ne va pas. Donc, je vous laisse deviner ce que veut dire les différentes traits qui apparaissent dans la figure. Là, c'est le carré. Donc, vous voyez que les motifs ils sont un peu plus rapprochés. Ça marche aussi avec le pentagone. L'hexagone. Voilà. On peut avoir des motifs un petit peu plus originaux. Et là, vous avez... c'est pris au hasard, en fait. Voilà. Donc ça fait une roue un peu... qui ressemble à rien, en fait. Enfin, si, ça ressemble à une lettre. Donc c'est bon. C'est une route improbable. Là, un deuxième exemple pris au hasard. Donc là aussi, ça fait une roue un peu bizarre. Un peu en forme de diamant. Voilà. Donc voilà pour la forme de la roue. Donc c'est des portions de cosinus hyperbolique. Et donc la question c'est comment j'ai fait pour que ça fasse un carré, un hexagone, un pentagone. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est l'angle qui est à ce niveau-là. Hein, c'est vraiment l'angle qui est là. C'est cet angle-là qu'il faut regarder. Et par exemple, si je veux un carré, hein, l'angle ici, ça doit être exactement pi sur 2. Si je veux un hexagone, l'angle, il faut que ce soit 120 degrés. Hein, pour que ça marche avec l'hexagone. Si je veux un pentagone, il faut que l'angle soit, c'est 180 moins 72, donc ça fait 108 degrés. Donc suivant le motif que je veux obtenir, et ben l'angle ici, il doit correspondre en fait au coin de ma roue. Hein, donc si c'est un carré, c'est 90 degrés ou pi sur 2. Ça veut dire que si je zoome sur cette partie-là, hein, donc allez, faisons un zoom sur cette partie-là. Donc vous avez la route qui fait comme ceci. Fait comme ceci, et ici j'ai un angle de pi sur 2. Ça veut dire que si je prends la verticale,
là j'ai 45 degrés. Ça veut dire que la pente ici, ça doit être égal à 1. Hein, lorsque pour ce x là, la pente, il faut qu'elle soit ici égale à moins 1 pour cette portion-là. Et bien il y a juste ça à résoudre. Et ça vous donne le x du point de croisement. Et il suffit de faire x2 pour avoir le sommet suivant. Donc au niveau des calculs, il y a juste à écrire ça. Donc je vais dériver ce truc-là. Je vais l'écrire ici. Le cosinus hyperbolique se dérive très facilement, c'est comme un cosinus en fait. Donc ça fait moins a. Ici il y a le a qui sort, le 1 sur a qui sort, du coup ça s'en va. Sinus hyperbolique, pardon, de x sur a. Donc c'est moins sinus hyperbolique de x sur a. Et ça doit être égal à moins 1. Et ça donne le x qui est là. Donc, allez, appelons-le xa. Donc sinus hyperbolique de xa sur petit a. Ça vaut 1, puisqu'il y a le moins là et le moins là qui se simplifient. Donc je peux avoir xa. Et si je fais x2, ben, j'aurai, allez, on va dire le xb, hein, qui correspond au sommet suivant. Et si je veux un pentagone, eh ben, au lieu que ce soit 90 degrés, c'est 108 degrés. Donc ici, on fait 108 divisé par 2. Si on veut un hexagone, etc., etc. Donc on peut s'amuser comme ça à choisir l'écartement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, si on veut continuer à jouer un peu avec ça, c'est qu'on peut très bien décider que cette portion de route, je la mets plus basse. Hein, je la mets plus basse. Donc ça modifie le cosinus hyperbolique. Hein. C'est la distance petit a, en fait, on la retrouve ici. Hein, donc si je décide de prendre cette portion de route comme ceci, et la portion de route suivante, je la prends un petit peu plus basse, et ben ça va avoir un cosinus hyperbolique qui sera, on va l'étaler un petit peu comme ceci, pour qu'il puisse descendre plus bas. Et ça va aussi marcher, ça va donner aussi une forme de roue qui est... alors ça, j'ai pas d'animation à vous montrer, mais voilà, si vous avez un peu de patience, vous pouvez vous amuser à voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai répondu à la question. Hein. Donc vous prenez des cosinus hyperboliques que vous séparez de 2 fois xa, donc xa c'est petit a fois arc sinus hyperbolique de 1, donc ça vous prenez une calculatrice et vous calculez ce truc-là. Et quand vous répétez le motif, vous avez, ça va correspondre à une roue carrée. Et donc j'ai répondu à la question. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.